Merci. Nous en venons aux amendements identiques sur l'article 46. Monsieur Le Fur, vous avez la parole sur l'amendement numéro 112. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout à l'heure, vous vous êtes fait applaudir par les députés de la majorité, des députés aux ordres, aussi muets que dociles d'ailleurs. Vous vous êtes fait applaudir sur l'outre-mer. Or, dans cette majorité, aujourd'hui, à cette heure, il n'y a pas un député de l'outre-mer parce qu'il n'adhère pas à votre projet. Et d'autres l'ont dit. Notre collègue Gibbs l'a dit. Notre collègue Touavia l'a dit. Donc, la scène de l'acte 4, scène 3, ça passe vraiment pas. Alors, mes chers collègues, cet article 2, il atteint le maximum, monsieur le rapporteur. On contrevient au principe de la non-rétroactivité des lois. On contrevient au principe fondamental qu'un mariage s'apprécie au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration. Et enfin, mes chers collègues, ne nous leurrons pas, c'est une porte ouverte, une de plus, à l'immigration clandestine. Ça fait beaucoup pour un seul article. Ce projet de loi est un brouillon. Cet article 22 est un super brouillon. Merci, Monsieur Le Fur. Monsieur Bernard de Flessel. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais profiter de cet article 22 pour rappeler au ministre chargé des relations au Parlement qui nous a fait un beau déroulé sur la saga du comité éthique tout à l'heure et de la PMA. Il nous a demandé de lui faire confiance, bien sûr. Oh, écoutez, quand on rappelle l'histoire, d'abord, il faut rappeler que c'est le président Jacob qui, le premier, a écrit au comité d'éthique le 12 octobre. Il a réitéré sa demande au mois de janvier. Et puis on a appris ensuite que le président de la République, précipitamment, 3 jours avant le dépôt du projet de loi ici devant l'Assemblée, s'est permis de saisir le comité d'éthique. C'était un peu précipité, vous en conviendrez. Ensuite, on a eu l'affaire de la PMA avec l'estimable monsieur Leroux qui nous a dit « S'il le faut, nous ferons un amendement dans la loi de la famille ». Très bien. Ensuite, on a eu le discours de Phnom Penh, où le Premier ministre s'est permis de recadrer violemment la ministre de la Famille, lui disant que ce n'était pas possible et qu'il fallait attendre au moins 8 mois. Enfin, nous savons que la loi sur la famille aura lieu vraisemblablement avant la fin de l'année. Alors, mes chers collègues, vous nous demandez de vous faire confiance. Oh, il y a un principe qui est très simple, vous le connaissez, la confiance n'exclut pas la méfiance. Merci. Monsieur Mariton, sur le 442. Cette régularisation doit nous donner l'occasion d'être clairs sur le futur. Certains considèrent que cette loi est irréversible ou crée un fait irréversible. Non, je crois qu'en démocratie, il est important de toujours bien mesurer que ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Dans le respect des personnes, dans le respect des personnes. Et si nous le regretterions, cette loi devait être votée, des personnes seraient mariées et nous le respecterions. Des enfants seraient adoptés dans le cadre de cette loi et nous le respecterions. Pour autant, si, par bonheur, non pas pour nous, mais pour notre pays, les Français nous faisaient confiance en 2017, nous aurions, et François Fillon l'a bien dit l'autre jour, à réécrire cette loi, à écrire cette nouvelle page qui permettra d'apporter une vraie réponse aux couples de même sexe, d'apporter une vraie réponse aux enfants qui peuvent vivre dans des familles où se trouvent 2 personnes de même sexe. Et plutôt que de pratiquer la régularisation que vous faites, je crois qu'il est utile d'être clair à l'égard de nos concitoyens, de dire que nous respectons les personnes, parce que ce serait une insulte à leur égard d'oublier ce qui aurait été fait, même avec un mauvais texte pendant 4 ans, mais que cependant, nous aurons comme ambition d'écrire demain cette nouvelle page qui apportera la réponse dont elles sont dignes, dont notre pays est digne et que nous voulons écrire mieux que vous. Monsieur de Mazières.
Oui, tout à l'heure, je dirais que notre collègue Narassiguin, ça fait son succès facile. Elle a rappelé pourtant un des plus étonnants moments qu'on ait vécu dans la centaine d'heures qu'on a passées ensemble. C'était le témoignage de notre collègue Azero. Il n'a pas du tout dit ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit, au fond, il mettait en cause la question de l'égalité, toujours l'égalité. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'on touchait à l'égalité de l'enfant. Et qu'on faisait en sorte que l'enfant devenait un objet. Et que pour lui, dans les dom-toms, le fait qu'un enfant devienne objet était insupportable. Et il a dit autre chose. Il a dit qu'au fond, que le cœur du sujet, non, faites pas ça comme ça. Autrement, dites la vérité. Dites ce qu'il a vraiment dit. Et il a dit autre chose. Il a dit que dans les dom-toms, l'histoire des familles était essentielle. Et qu'il était essentiel que l'enfant s'intègre dans une histoire familiale. Et nous touchons là au cœur de ce que nous disons depuis des heures et qui nous ébranle profondément, ainsi que tous les Français qui sont derrière nous et qui ont été si nombreux dans les rues, que ce soit à Paris ou que ce soit dans toute la France. Voilà la réalité. Et il a dit autre chose. Il a dit, moi, je n'ai pas été élu en tant qu'homme de gauche pour un sujet qui divise. J'ai été élu au contraire parce qu'il y a des sujets graves qui sont ceux de l'emploi, qui sont ceux de la crise. Voilà pourquoi j'ai été élu. Voilà ce qu'il a été dit. Et je pense qu'il est important que l'on respecte les avis de chacun. Merci. Monsieur Jacob. Monsieur le Président, sur cet article 22, le fait d'avoir recours à une dérogation prouve bien que dans l'esprit du rédacteur du Code civil, le mariage était bien prévu pour un homme et une femme et en aucun cas pour un couple composé de deux personnes du même sexe. De la même façon que le fait de pouvoir, par principe même, écarter la loi personnelle prouve bien, là aussi, que nous sommes dans un autre cas de dérogation et que, là aussi, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, toujours nos rédacteurs du Code civil apportaient bien la démonstration que, dans l'esprit de la rédaction, le mariage était prévu pour un homme et une femme. C'est toute la raison. Alors, il y a d'autres raisons que celle-là, mais cette raison juridique a été une des raisons qui nous a mobilisés à défendre l'idée de l'alliance civile qui permet d'apporter une réponse à la fois sur le moment de solennité, mais une réponse également en droit, en matière de protection juridique, une manière aussi de pouvoir compenser en cas de dissolution. Nous avons porté toutes ces réflexions et quand notre collègue Daniel Fasquelle a mené la réflexion et travaillé sur ce point avec plusieurs professeurs de droit, nous l'avons fait aussi dans cet esprit. Le mariage est une institution à laquelle il ne faut pas toucher. Le mariage est prévu pour un homme et une femme, il n'est pas prévu pour un couple de deux personnes de même sexe. Et c'est l'erreur sur laquelle vous êtes depuis le départ. Vous êtes sur un dogme, vous refusez d'écouter et vous êtes en train de vous enfermer dans vos errements juridiques. Et la démonstration de cet article 22 est une véritable démonstration de l'erreur juridique dans laquelle vous êtes. Merci. Monsieur Ollier. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, Madame le garde des Sceaux, mais je suis obligé d'y revenir parce que cette fameuse circulaire sur la GPA, que vous le veuillez ou pas, reconnaît les conséquences d'un acte illégal, puisqu'elle autorise la délivrance du CNI. Donc elle reconnaît les conséquences d'un acte illégal. Si, parce que la GPA en France est illégale. Au titre du parallélisme des formes, on pourrait considérer que cet article 22 est aussi la validation d'un acte illégal, puisqu'il est aujourd'hui illégal, tant que la loi n'est pas votée, de se marier entre personnes du même sexe. Et là, vous écrivez très clairement le mariage entre personnes du même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc, c'est une sorte de loi d'amnistie que vous nous demandez de voter. Parce que cela... Excusez-moi, Monsieur Le Bouillonnec, est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît, sans que vous m'interrompiez? Monsieur Le Monsieur le Président, vous rallongez nos travaux, Monsieur Le Bouillonnec. Monsieur Le Bouillonnec, vous étiez calme jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous arrive à l'instant?
Bien. Allez, monsieur Ollier, vous poursuivez. Je peux parler, Monsieur le Président? Là, ça vient de votre groupe, hein, je ne peux plus rien faire. Bien, alors je termine rapidement. Monsieur Geoffroy, laissez finir monsieur Ollier. J'ai deux arguments à développer. Le premier, sur le plan des principes, je viens de le développer. C'est une loi qui valide des actes illégaux commis précédemment à la loi. C'est une forme de loi d'amnistie, qu'on le veuille ou pas. Sur le plan des principes, ça me choque. Quoi qu'on veuille dire, Monsieur Le Bouillonnec. Deuxièmement, sur le plan de la mise en œuvre, je voudrais quand même qu'on tienne en compte le fait que des mariages boiteux qui existent, je crois que le Conseil d'État y a fait allusion dans ce qu'on a pu lire de son avis, et sont des risques pour des filières organisées d'immigration, il faut aussi y penser, et que ceci encourage cela. Je voulais simplement vous le faire remarquer. Merci. Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. L'article 22 est de nouveau un modèle du genre. En lisant cet article, on croit rêver, c'est incroyable, et combien de fois n'a-t-on entendu qu'il fallait de la rigueur pour faire le droit? Et une fois de plus, on met la charrue avant les bœufs. À l'image de la circulaire de Madame la garde des Sceaux, qui est une préfiguration de la GPA, que la majorité va finir par légaliser, cet article est la porte ouverte à tous les abus. L'article 22 entend permettre la reconnaissance des mariages d'homosexuels formés à l'étranger avant l'entrée en vigueur du texte. Et pourquoi pas les mariages célébrés illégalement en France, du côté de Bègles par exemple. Décidément, la majorité n'est pas à une contradiction près. Au-delà du mariage, ce qui intéresse la majorité, c'est l'adoption et le droit à l'enfant. C'est un engrenage infernal, car l'adoption pour tous conduira à la PMA pour tous et à la gestation pour autrui pour tous. Madame la garde des Sceaux, les Français ne veulent pas de votre projet de civilisation. La civilisation actuelle leur va très bien et le mariage entre un homme et une femme en est le fondement. Il faut donc supprimer cet article. Merci. Monsieur Cochet. Merci, Monsieur le Président. Il est minuit 6 et depuis 6 minutes, il y a 1000 chômeurs de plus en France. Depuis que nous discutons sur ce texte, ça fait 12 000 chômeurs de plus et j'ai été très choqué par les mots, notamment les quolibets, à l'encontre de notre collègue Ollier quand il évoque des sujets aussi importants. Alors moi, je veux bien, quand on est dans la majorité, on rigole, c'est drôle, etc. Mais est-ce que, mes chers collègues, vous prenez conscience de ce que vous faites? Réveillez-vous. Réveillez-vous pourquoi? Tout simplement parce que la vraie vie, notre collègue de Polynésie vous l'a mis directement devant vous. C'est une réalité, vous la niez et vous faites en sorte comme si ça n'existait pas. Mais réveillez-vous, bon sang de bois. Vous avez la chance, et d'ailleurs, à ce propos-là, je trouve que plus le débat avance, plus vous avez un doute par rapport à votre main qui votera en finale. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en face de vous, vous avez notamment un groupe UMP qui a une pugnacité. Pourquoi elle a cette pugnacité? Parce que nous savons que nous défendons tout d'abord une institution qui est le mariage et surtout, nous avons en tête ce qui nous préoccupe le plus et sur lequel on doit veiller nuit et jour, c'est l'intérêt de l'enfant. Et vous, vous n'avez qu'un objectif, c'est dynamiter la famille. C'est scandaleux. Madame de la Raudière. Merci, Monsieur le Président. L'article 22 vient ouvrir la possibilité de régulariser des mariages des couples de même sexe régulièrement formés à l'étranger. Par cohérence avec mon opposition au texte, je souhaite donc, par cet amendement, supprimer cet article 22. Nous regrettons, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, votre méthode dogmatique sur ce sujet. Nous pensons que si la majorité avait voulu écouter un peu plus nos arguments dès l'automne, il y a quelques mois, nous pensons que nous aurions pu nous retrouver pour répondre aux attentes des couples homosexuels et aux familles homoparentales.
Mais vous avez choisi de passer en force avec des risques juridiques évidents, notamment concernant l'adoption plénière pour les couples homosexuels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne voulez pas rendre public l'avis du Conseil d'État. Monsieur Dhuicq. Merci, Monsieur le Président. Puisque le texte de loi nous invite à voyager, et d'ailleurs, quelle sera la résolution des mariages contractés dans l'État de Californie par rapport aux recours qui sont en cours devant la Haute Cour de Californie? Mais vous nous invitez à voyager, alors imaginons un peu que nous sommes dans 60 ans et que nous allons revisiter tous les grands textes de l'humanité avec le bouleversement que vous engendrez dans la paternité, si j'ose dire. Alors nous aurons Jacob, parent d'Abraham, nous aurons Énée, parent d'Anchise, nous aurons Priam, parent d'Hector, et nous aurons Pélée, parent d'Achille. Ceci n'a aucun sens, aucune raison, aucune rationalité, aucune logique. Que deviendra le roi Lear de Shakespeare? Que deviendront les grands classiques français? Vous aurez continué dans la novlangue incessamment. Cette assemblée sera-t-elle toujours une assemblée nationale? J'en doute fortement, mes chers collègues. J'en doute fortement. Vous bouleversez la culture, la civilisation. Vous bouleversez les repères. Et vous n'avez que rire et colibet à la bouche, sans aucune conscience, sans aucune éthique, sans aucun rapport à ceux qui sont présents sur ces tapisseries, qui sont nos maîtres et ceux grâce auxquels nous sommes ici présents à faire vivre la démocratie, que vous êtes en train de tuer et de laminer, parce que vous ne pensez pas, encore une fois, que les enfants ont une filiation, une généalogie, une histoire, et vous oubliez tous les grands textes de l'humanité. Vous êtes morts, mes chers confrères, parce que vous voulez un monde mort, et seul dans la mort apparaît la vraie égalité. Nous, nous sommes vivants, et nous sommes pour la liberté. Allez, merci. Monsieur Douillet, profitez de ce moment d'enthousiasme. Merci, Monsieur le Président. Bien. Cet article qui entend permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de ce texte, évidemment, ça constitue une contradiction avec la loi qui veut que les conditions de validité d'un mariage s'apprécient au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Je voulais revenir, Madame Narassiguin, sur ce que vous avez dit. J'ai eu cet honneur d'être secrétaire d'État des Français de l'étranger, chose qui avait été promise par tous les candidats aux élections présidentielles depuis l'après-guerre, mais qui n'avait jamais été tenue. Et c'est pour cette raison que les Français de l'étranger avaient énormément de choses à dire à un secrétaire d'État fraîchement nommé. Et là, pour le coup, d'ailleurs, je fais une aparté, je suis très heureux que le candidat Hollande, après de grosses critiques venant de votre propre camp, ait conservé ce secrétariat d'État. Voilà. Preuve en est qu'il y a des bonnes idées qui sont reprises. Donc je voulais vous dire que lors de cette position au secrétariat d'État, je n'ai jamais, mais jamais reçu le moindre mail, la moindre demande. 3 mois, madame, 3 mois, vous ne savez pas compter. C'est pas grave. Mais apparemment, vous ne savez pas compter du tout, d'ailleurs. Donc je suis resté... je n'ai jamais reçu un mail, ni même une demande, un courrier, rien du tout. La vérité, c'est que depuis le début de ces débats, vous cherchez des faire-valoir. La vérité, c'est que même au sein de la communauté homosexuelle, l'avis est très partagé quant au mariage homosexuel. Vous avez cédé à des lobbies, comme l'a fait le président de la République, lorsque, devant les maires de France, il explique qu'il laissera une certaine liberté, que le lendemain, Douillet. il revient sur ses dispositions. Poisson. Merci, Monsieur le Président. Cet article... Monsieur Poisson. Monsieur Poisson. Oui, oui. Excusez ce... Monsieur Poisson, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Cet article nous dit au fond que tout mariage qui est célébré à l'étranger dans les formes
et sous les conditions prévues par la célébration des mariages en France, doit être transcrit dans le droit. Voilà ce que dit l'article. En respectant les conditions d'état civil des futurs époux, les conditions de célébration, le consentement, la présence physique des époux, etc. Alors jusque-là, on est en train de dire dans la première partie de l'article, un mariage qui est célébré comme un mariage doit être transcrit dans le droit français. Deuxième partie de l'article, et c'est ça, Madame le ministre, qui nous pose problème, c'est que ces mariages sont transcrits en droit français et deviennent valides du fait même qu'ils sont transcrits. En ignorant. Alors, c'est vrai, la transcription doit respecter les règles d'entretien préalable, bien entendu. Non, mais ne me regardez pas comme ça, je suis en train de vous dire que c'est ce qu'il y a dans le texte. Bon, oui, j'en profite alors. Mais franchement, ce qui est problématique, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où il y a une demande de transcription, à partir du moment où l'entretien a lieu et qu'on vérifie lors de l'entretien que les conditions dont je viens de parler sont réunies, parce que c'est à ça que ça sert, on considère que le mariage est valide, même si par ailleurs il ne respecte pas la loi des personnes dans le pays d'origine d'un des deux époux. Et ne nous expliquez pas que ça ne peut pas constituer une espèce de phénomène d'appel à l'égard de personnes étrangères qui voudraient venir vivre en France. Parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes à faire à peu près tout pour venir vivre sur notre sol, tellement on y est bien. Donc je comprends les précautions que vous avez prises en rédigeant cet article. Elles sont comment dit-on, légitimes de votre part, mais très franchement, d'inciter au non-respect de la loi par les ressortissants de leur pays d'origine, de considérer que l'État français peut donner un coup de gomme et ignorer cet irrespect de la loi des personnes dans leur pays d'origine, ça c'est tout de même pas normal. L'amendement est défendu. Monsieur Christophe Guillotot. Oui, merci. Mais non, attendez, juste, Monsieur Guillotot. Monsieur Tian, vous êtes signataire du même amendement que Monsieur Poisson. J'appelle le premier signataire. Après, si vous vous arrangez entre vous, c'est... Hein, bon. Monsieur Guillotot. Merci, Président. Madame le ministre, notre collègue Nicolas Dhuicq, tout à l'heure, avait exprimé avec vigueur son inquiétude. Mais il est vrai que s'il avait eu l'avis du Conseil d'État, peut-être qu'il aurait moins d'interrogations. Et c'est vrai que cet article 22, personne aujourd'hui n'y reviendrait. Je voudrais dire à mon collègue Le Bouillonnec, il est parti. Ah, s'il est là-bas. Non, pardon, mais je voudrais lui dire que je le connais, avocat, mais pas procureur. Et ce soir, il s'est transformé en procureur et ça me gêne. Monsieur Le Bouillonnec. Merci, Président, de ramener la sérénité dans cette enceinte. Et puis, tout à l'heure, il a été fait mention de bègle, du mariage à bègle. Alors, je dirais à certains, il faut mieux un bon contrat chez un notaire qu'un mauvais mariage à bègle. Madame Louwagie. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Allez-y, madame. Merci, Monsieur le Président. Quand je lis l'article 22, je pense au mariage blanc et je voudrais vous parler quelque peu des mariages blancs. La définition, c'est un mariage de complaisance qui est un mariage contracté dans d'autres buts que la vie commune. On parle de mariage blanc dans les pays dans lesquels le mariage est basé sur le libre consentement, mais que les époux mentent sur les intentions. L'utilisation la plus souvent citée du mariage blanc et la plus vigoureusement combattue légalement est celle d'un immigrant qui épouse une personne du pays dans lequel il souhaite immigrer, et ceci dans le but unique d'obtenir certains avantages, l'autorisation de séjour dans le pays concerné par exemple, un logement ou la nationalité de la personne épousée. Nous combattons en France le mariage blanc. D'ailleurs, lorsque le maire a connaissance d'un délit ou qu'il suspecte une telle situation, quand des personnes qui veulent contracter un mariage se présentent devant lui, il ne peut en aucun cas s'opposer, mais la loi a prévu une situation qui lui permet de saisir le procureur. Finalement, nous mettons en place en France tous les dispositifs pour combattre le mariage blanc. Mais aujourd'hui, avec l'article 22, nous allons à l'envers de ce qui est mis en place pour combattre. Et finalement, cet article conduit à soutenir ce qu'on peut appeler l'escroquerie sentimentale. C'est pourquoi mon amendement propose de supprimer l'article 22. Merci, madame. Monsieur Marlex.
Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Par votre récente circulaire, Madame la ministre, vous avez demandé au parquet de prendre acte de la GPA à l'étranger. Désormais, avec cet article 22, vous nous demandez de prendre acte de mariages consentis réalisés à l'étranger entre personnes de même sexe. Pourquoi? Effectivement, c'est une bonne question. On est presque surpris de voir que ça ne figure pas dans notre texte. Ne pas nous demander de valider, de prendre acte de mariages célébrés par notre éminent collègue Noël Mamère à Bègle en 2004. Je crois en plus que cette affaire est toujours pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était une vraie question de droit et je suis surpris que ça ne figure pas dans votre texte. Alors, je trouve que c'est finalement quand même une drôle de conception du rôle du Parlement que vous défendez en nous considérant comme une sorte de chambre d'enregistrement qui doit aujourd'hui venir donner un blanc-seing a posteriori à toutes sortes d'initiatives qui étaient jusque-là interdites par la loi. Voilà, c'est pour ça qu'on supprime cet amendement. Merci Monsieur Marlex. Monsieur Chevrollier. Merci Monsieur le Président. Cet article entend permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l'étranger avant l'entrée en vigueur du texte. Cela constitue une contradiction avec la loi qui veut que les conditions de validité d'un mariage s'apprécient au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration. Cet article constitue une entorse au principe de la non-rétroactivité. D'autre part, cet article, en reconnaissant ses effets à l'égard des enfants, est contraire au principe essentiel de la filiation, reposant sur l'altérité des sexes des géniteurs des enfants. Cet article contournerait la loi française en donnant une suite légale à des actes illégaux en France. Cela devient une pratique coutumière de votre gouvernement, car c'est déjà ce à quoi a abouti la circulaire parue si opportunément pendant nos débats, circulaire dont on a déjà abondamment parlé, qui porte sur les conditions de délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de Français après recours à la fameuse gestation pour autrui. Cet article crée enfin une discrimination entre les enfants élevés par des couples homosexuels mariés en France et ceux des couples homosexuels mariés à l'étranger. Donc arrêtez là les dégâts. Ce texte a pour base une prétendue inégalité entre des couples de différentes natures et alors que l'on voudrait nous faire croire qu'il rétablit l'égalité, il n'apporte au contraire que discrimination, inégalité, déséquilibre. Il faut donc supprimer cet article et ce texte dans son entier. Merci. Monsieur Lamblin. Oui, mes chers collègues, je voudrais, avant de parler, vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la détermination qui est la nôtre depuis une dizaine de jours, elle est là exclusivement pour des raisons politiques, pour vous ennuyer en quelque sorte? Je voulais simplement vous poser la question. Vous avez donné une réponse qui en dit long. C'est insensé. C'est insensé. Non, votre texte, pour nous, il est grave pour ce qu'il contient, mais surtout, il est grave pour ce qu'il ne contient pas et ce qu'il appelle. Alors l'article 22, là, l'article 22, c'est une évidence. Quand un texte est faible, il est détourné. Il est détourné et cet article 22 sera détourné de la façon dont on vous l'a décrit. De même que si vous libéralisez la PMA, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vous libéralisez la PMA, si la PMA devient une opération de convenance, bien sûr, les couples de femmes homosexuelles y auront recours, mais je vous y affirme que des femmes seules y auront recours également. Nous créons une nouvelle catégorie dans la société. Je suis maire d'une ville où, en 7 ou 8 ans, il y a une ville de 20 000 habitants. L'INSEE vient de rendre son rapport. Moins 500 couples avec enfants, plus 300 familles monoparentales. Ce sont des familles subies, on est bien d'accord. Mais avec l'ouverture de la PMA, ce sera des familles voulues. Et vous entrez tout droit dans l'eugénisme. C'est-à-dire que des femmes choisiront sur catalogue l'homme qui leur convient. C'est ça que vous mettez en place. Vous mettez en place l'eugénisme. Mais oui, réfléchissez, Merci. je ne veux pas vous convaincre. La parole est à Monsieur Taugourdeau. Monsieur le Président, en fait, on a bien compris la tactique du Président de la République et de son gouvernement, c'est inonder les esprits de réforme sociétale pour masquer les vrais problèmes.
les plans sociaux, le texte notamment sur les banques qui va arriver la semaine prochaine avec des conséquences calamiteuses sur les TPE et les PME, une envolée vertigineuse des impôts, la chute vertigineuse du pouvoir d'achat. Et à cela, vous avez ajouté le détricotage de tout ce qu'on a fait. On n'avait peut-être pas tout bien fait, mais on n'avait surtout pas tout mal fait. Ça, c'est clair. Et puis, à court d'idées, vous allez chercher ce qui s'est fait ou ce qui se fait à l'étranger et qui est interdit en France. Pensez-vous que c'est ainsi que vous réduirez les inégalités en suivant l'évolution de la société? Mais de quelle société? Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a que les lois de la République. Mais de quelles républiques étrangères prenez-vous modèle? Alors, supprimez l'article 22, ne régularisez pas, parce que, d'abord, si vous croyez à votre projet, donnez au moins aux mariés de l'étranger la joie de se marier légalement en France s'ils ne sont pas déjà divorcés. Monsieur Meunier. Oui, bonsoir. Merci à vous, Monsieur le Président, de me donner une fois de plus la parole. Article après article, vous détruisez le droit de la famille. Et non seulement vous détruisez le droit de la famille, mais en plus vous sombrez dans l'arrogance. Vous n'écoutez pas l'opposition. Vous passez votre temps à rire, dans les moqueries. Et en plus, j'ai même vu tout à l'heure une de vos collègues manger une barre chocolatée dans l'hémicycle. Mais après tout, pourquoi pas? De toute façon, vous êtes parti dans l'abaissement généralisé du pays. Ça a commencé par la destruction des lois votées par Nicolas Sarkozy et par ce Parlement, notamment avec les heures supplémentaires. C'est maintenant avec le droit de la famille et le mariage pour tous. Demain, ça sera le droit de vote des immigrés. Continuez comme ça ainsi et nous nous donnerons rendez-vous le 24 mars prochain dans les rues de Paris. Monsieur Houillon. Monsieur le Président. Attendez une seconde, Monsieur Houillon. Une seconde. S'il vous plaît, mes chers collègues. Il n'est que minuit 28. Alors, s'il vous plaît, vous vous calmez et vous laissez l'orateur s'exprimer. Monsieur Houillon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, cet article 22, je le trouve très utile. Il est très utile pour les futurs étudiants en droit qui auront, en quelques mots, le condensé d'un article totalement contraire aux principes élémentaires et de droit interne et de droit international privé. Et puis je le trouve très utile parce qu'il illustre de plus fort, s'il en était besoin, que ce texte, en fait, plus qu'un texte sur le plan juridique, c'est une vaste arthrose. C'est ce que c'est que l'arthrose. L'arthrose, c'est la maladie des articulations. Et puis, c'est la maladie des articulations, c'est la douleur dans les mouvements, et ce texte-là, il est connecté, il sera connecté à tellement d'autres sujets, comme vous l'a écrit le Conseil d'État, que ça va faire mal quand ça va se connecter à d'autres textes. Retirez ce texte, en tout cas au moins cet article, il n'est vraiment pas utile, il est contraire à tous les principes, notamment en matière d'état civil des personnes, et ça va créer vraiment beaucoup plus de problèmes que ça ne va en régler. Merci, monsieur. Madame Valérie Lacroute. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors cet article 22, comme on vient de vous le dire à plusieurs reprises, entend permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l'étranger avant l'entrée en vigueur du texte. Mais quelle contradiction avec la loi et surtout quel fossé avec la vie des Français. Nous sommes là ce soir depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours à discuter de cette loi. Mais sincèrement, avez-vous interrogé les Français? Avez-vous interrogé vos administrés sur leurs souhaits? Les avez-vous consultés? Moi, je reviens de ma circonscription et je peux vous dire qu'ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Oui, ils sont favorables à l'union civile entre deux hommes et deux femmes. Oui, ils sont favorables à cette avancée, mais ils ne sont pas favorables à l'adoption, ils ne sont pas favorables à la GPA et pas favorables à la PMA. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir et que nous vous demandons de retirer cette loi et d'adopter cet amendement. Merci. Monsieur Sylvain Berrios. Merci, Monsieur le Président.
moi je trouve finalement, après 12 jours de débat, des vertus à ce texte. Il a des vertus parce qu'il révèle la volonté, votre volonté, de piétiner l'institution du mariage et de fait la famille. Il a des vertus parce qu'il révèle votre volonté politique qui n'est qu'idéologique au point de nier l'altérité homme-femme, notamment dans la procréation et dans le fait de donner la vie. Il a des vertus parce qu'il révèle votre sens des priorités. En 12 jours, 12 000 chômeurs. Avait-il urgence à légiférer maintenant? Il a des vertus parce qu'il révèle l'état de votre majorité. Votre majorité, qui parce qu'elle est divisée, est en réalité muselée. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'intervenir, c'est ça la vérité. Elle a des vertus parce que ça révèle votre capacité à tordre la loi, y compris à écrire des textes complètement tordus, qui ne simplifient rien et qui vont compliquer l'ensemble du Code civil et du droit de la famille. Enfin, il a des vertus parce qu'il révèle au grand jour votre capacité à contourner la loi française. C'est le cas de cet article 22, en autorisant à l'étranger ce qu'on n'a pas le droit de faire sur le territoire. C'est pour ça qu'il faut supprimer et l'article 22 et l'ensemble du texte. Monsieur Lett. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, encore un amendement qui démontre combien votre loi est une révolution à l'envers. Et j'ai envie de, dans le sens de ce que viennent de dire mes prédécesseurs, vous êtes en train de pulvériser non seulement le droit, mais aussi la famille. Et tout ceci par souci de clientélisme, parce que ce n'est rien d'autre. Alors, mariage, adoption, PMA, GPA, voilà votre ligne d'évolution, voilà votre ligne de progrès. Alors, vous avez le droit de m'écouter. Alors j'ai envie de dire que depuis le début, depuis que nous parlons de GPA, depuis que nous parlons de PMA, je pensais à ce livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, que notre excellent collègue François de Mazières a évoqué il y a quelques jours. Livre que j'ai travaillé il y a une trentaine d'années avec une classe pendant un trimestre. Et j'ai le souvenir des sentiments partagés entre, d'un côté, une admiration pour les progrès scientifiques et de l'autre, une forme de révulsion de ce que pouvait être la société demain. Je vous lis juste quelques extraits d'Aldous Huxley lui-même, qui en 1931, ça peut être un moment de culture pour certains, en 1931, c'est la date du livre, en 1951, Aldous Huxley écrivait « Aujourd'hui, il semble pratiquement possible que cette horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. » Et il parlait d'un totalitarisme supranational suscité par le chaos social résultant de progrès technologiques. Et si Monsieur le Président m'autorise encore 30 secondes... La parole est à Monsieur Fasquelle. En deuxième semaine. Oui, ces débats, Monsieur le Président, ont permis de comprendre que la majorité, décidément, est fâchée avec le droit français. On a eu un débat surréaliste avec la ministre à propos des fictions en droit encore hier. Elle est fâchée avec le droit comparé parce que le modèle, ce n'est pas celui que vous proposez aujourd'hui en Europe. Le modèle majoritaire, c'est celui de l'union civile, de l'alliance civile que nous avons défendu et que nous continuerons à défendre. Vous êtes fâché avec les textes internationaux parce que votre texte vient par exemple en contrariété avec la Convention de New York sur les droits de l'enfant, l'article 7.1, le droit à connaître ses origines. Et puis vous êtes fâché avec le droit international privé, tous les spécialistes le disent, tous ceux qui se sont intéressés à cette question, ils l'ont fait avec effroi. Je cite par exemple un universitaire qui dit « Le projet de loi pose autant de problèmes qu'il en résout. Il risque surtout de multiplier les mariages boiteux ». C'est le cas notamment de cet article 22. On peut se poser aujourd'hui des questions sur les mariages qui sont concernés, sur l'application dans le temps en France et à l'étranger à l'égard des personnes concernées et des tiers de votre texte. On le voit bien, votre texte est bâclé.
Nous avons eu, grâce à l'opposition, un débat depuis 15 jours dans cet hémicycle, le débat que vous avez refusé aux Français. Ce débat était nécessaire pour montrer les incohérences de ce texte, les incohérences de la majorité aussi sur la gestation pour autrui, sur la procréation médicalement assistée, que vous favorisez en réalité parce qu'elles existent déjà à l'étranger. On voit bien que par l'effet de votre texte, de la circulaire de Madame Taubira, demain il sera très facile d'aller à l'étranger, gestation pour autrui, procréation médicalement assistée. On reviendra en France, on pourra établir une double filiation à l'égard des 2 hommes ou des 2 femmes, et puis ce sont des enfants qui seront définitivement privés du droit à connaître leur père ou leur mère naturelle. Tout cela est décidément scandaleux et mériterait que vous retiriez votre texte. Il n'est pas trop tard et qu'on ait enfin un vrai et grand débat digne de notre démocratie et de notre pays. La parole est à Madame Valérie Pécresse. Monsieur le Président, je vais défendre mon amendement, mais avec la résignation de ceux qui savent qu'il ne sera pas adopté et que nous ne serons pas entendus. Parce que le gouvernement sur ce texte n'a pas choisi l'apaisement, il a choisi le clivage, il n'a pas choisi le dialogue, la réflexion et le consensus, il a choisi la fermeture. Pourquoi on aurait pu se retrouver, et Valérie Lacroute l'a très bien dit, on aurait pu se retrouver sur une proposition d'union civile qui aurait pu faire consensus. Sur la filiation, il était urgent de réfléchir. Il fallait prendre le temps. On le voit bien aujourd'hui. Les associations de défense des droits des homosexuels ont toujours été totalement transparentes sur cette question. Elles ont toujours dit qu'elles voulaient l'égalité de tous les droits. Le droit à l'adoption, mais le droit à la filiation biologique aussi. Le droit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Le droit à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. Alors, le gouvernement louvoie, le gouvernement est dissimulé, le gouvernement ne nous dit pas la vérité, il ne nous dit pas jusqu'où il veut aller. Alors pourquoi se précipiter? Pourquoi y aller comme ça dans un clivage qui va fracturer la société française? Eh bien, vous le faites, je vais vous dire pourquoi vous le faites. Vous le faites pour faire un écran de fumée, pour souder votre majorité, parce que votre majorité, elle est déçue par toutes les promesses non tenues de François Hollande, elle est déçue par l'incompétence de François Hollande à gérer la France et à résoudre les vrais problèmes économiques et sociaux de notre pays, à résoudre le problème du chômage. Voilà pourquoi vous ne voulez pas prendre le temps sur cette loi. Monsieur Breton, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement qui vise à la suppression de l'article 22, c'est une manière de souligner une nouvelle fois l'impréparation de ce texte. On l'a dit, il y a notamment une étude d'impact qui est largement insuffisante. On le voit avec cet article et dans les articles précédents. Il y a beaucoup d'interrogations et d'imprécisions juridiques. C'est aussi une improvisation, ce texte, parce que je crois que vous écrivez une page blanche, mais vous ne mesurez pas toutes les conséquences, tous les impacts de cette page blanche que vous êtes en train d'écrire. Et je crois qu'on sera très attentif aux conséquences juridiques. Mais je voudrais revenir, puisque Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement est là, qui nous a donné des indications sur le calendrier pour la loi sur la famille, en nous indiquant que nous aurions à nous prononcer après l'avis du Comité consultatif national d'éthique. 2 questions précises, Monsieur le ministre. Premièrement, est-ce qu'il y aura ou non des états généraux sur cette question? J'ai cru comprendre que oui. Alors, est-ce que ça sera bien après l'avis du Comité consultatif national d'éthique? Deuxième point, est-ce que l'assistance à la procréation sera inscrite dans le projet de loi sur la famille qui sera déposé fin mars, ou est-ce qu'il sera inscrit après l'avis du Comité consultatif national d'éthique? Là aussi, c'est important, parce que je pense qu'il y a eu des accords qui ont dû être faits au sein de votre majorité, mais nous voudrions les connaître. Je vous remercie. Merci. Monsieur Sancy. Oui, mes chers collègues, bon, là nous sommes sur un article qui déroule finalement comme un jeu de dominos, ce que vous avez transformé comme un fait générateur, c'est-à-dire l'ensemble de la structure familiale. Mais il y a quand même une question qui ne cesse pas de me tarauder et qui continue, j'en suis sûr, à tarauder les Français. Et peut-être que le gouvernement enfin peut y répondre. Pourquoi le président de la République a-t-il évoqué un problème de conscience devant les maires? Pourquoi a-t-il évoqué la question de la liberté de conscience? Pourquoi le président de la République lui-même a-t-il ouvert finalement le débat en posant ce problème de conscience? Alors, par principe, je pense que le président de la République n'est pas un lâche. Ce n'était pas pour éviter
de se faire siffler par les maires, par les élus locaux, pour chercher à les calmer. Vous conviendrez avec moi que le président, et personne ne peut l'imaginer, le président de la République ne peut pas être homophobe, et il ne l'est pas, et nous ne le sommes pas plus, et pourtant il a quand même un problème de conscience. Est-ce que vous pensez que finalement ça gênerait le président de la République d'accorder des droits supplémentaires aux couples homosexuels, comme d'ailleurs nous l'avons proposé nous-mêmes, et là je crois qu'il est comme nous, il n'est assurément pas gêné par ces droits supplémentaires. Est-ce qu'au fond, il pense qu'une personne homosexuelle, est-ce que ce serait son problème de conscience, serait incapable d'élever des enfants? Comme nous, non, pas du tout. Et pourtant, il a un problème de conscience. Il faut essayer de comprendre pourquoi le président de la République a évoqué cette question. Il nous dit qu'il existe ce problème, il a laissé faire, je dirais, ses ministres et sa majorité. Il a demandé à Jean-Marc Ayrault, à un moment donné, de recadrer Madame la ministre de la Famille, en disant « n'allez pas jusqu'à la PMA ». Je crois que les mots du Premier ministre sont exactement ceux-là. Elle ne peut pas dire ça. Alors, moi, j'ai une idée là-dessus. Monsieur le Président, je pense... Monsieur Lurton. Oui, merci Monsieur le Président. Cet article entend donc permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement formés à l'étranger avant l'entrée en vigueur du texte. Mais cet article illustre aussi le manque de préparation de votre projet, comme pour les articles précédents d'ailleurs. Je ne comprends pas qu'un tel texte, qu'un tel article n'ait pas été soumis à la Commission des Affaires étrangères. Pour ce qui me concerne, avant le vote de ce texte et de cet article, je souhaiterais connaître l'avis du ministre de l'Intérieur sur de telles dispositions. Nous ne l'aurons malheureusement pas tant est grande votre hâte de faire voter ce texte, à tout prix dans les délais les plus brefs, au risque d'avoir un texte bâclé. Eh bien, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, je souhaite que nous n'ayons pas un vote conforme au Sénat et que nous puissions revenir sur ce texte en deuxième lecture. Merci. Monsieur Leboeuf. Les articles 171.1 et suivants du Code civil définissent les règles du mariage des Français à l'étranger. L'article 171.1 traite du mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre ressortissants français et un étranger. L'article 22 du projet de loi a pour effet de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe qui peut faire l'objet d'une transcription. En revanche, l'article n'évoque pas la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe différent. L'article introduit donc une inégalité défavorable aux couples de sexe différents qui se sont mariés à l'étranger. Il encourt donc un risque d'inconstitutionnalité. Et c'est pour cette raison que je vous propose de ne pas prendre ce risque et de retirer cet article 22. Madame Lévy. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres. Là encore, avec cet article, on trouve matière à inquiétude juridique et je suis désolée d'avoir à le redire. Comment peut-on participer ici à ce type de démarche alors que notre rôle est justement de sécuriser la situation de nos concitoyens? Et je pense que si l'avis du Conseil d'État nous est caché avec tant d'ardeur, c'est très certainement que dans sa sagesse et avec ses compétences, le Conseil d'État a bien perçu tous les risques auxquels nous exposions nos concitoyens. Et la loi n'est pas là pour les exposer à de tels risques, y compris à des risques juridiques. Alors, pensez-vous, mesdames et messieurs de la majorité, protéger nos concitoyens avec un article mettant en place ce qui est proscrit dans notre droit, c'est-à-dire la rétroactivité des lois? Pour moi, ça me paraît tout à fait à l'encontre de ce pourquoi nous avons choisi de nous engager pour essayer justement d'organiser la situation et une situation apaisée de nos concitoyens. Monsieur Geoffroy. Oui, Monsieur le Président. Moi, je suggère à nos collègues de la majorité de ne pas nous donner l'occasion, en retardant nos débats,
de montrer à l'opinion publique qui nous écoute et qui nous regarde combien cet article 22 est un grand révélateur. C'est un révélateur de toutes vos obsessions. Et permettez-moi de vous le dire, Madame la garde des Sceaux, pour reprendre une formule que vous avez utilisée tout à l'heure, et je vous la renvoie au ras du filet, vos obsessions montent en gamme avec cet article 22. C'est l'obsession de la modernitude. On prend à l'étranger tout ce qu'il y a de plus cabreux, tout ce qu'il y a de plus incertain, tout ce qu'il y a de plus incorrect au plan juridique au regard des principes fondamentaux de notre droit, bien installés sur ces bases. Et comme il faut être le meilleur, on tord encore le coup à ce qui est déjà bien aléatoire. Et votre obsession de la régularisation. Tout ce qui n'est pas irrégulier doit être régularisé. Les étrangers en situation irrégulière, on va les régulariser parce que l'humanitarisme nécessite qu'on le fasse. Les procréations médicalement assistées, on n'a pas besoin de le faire, mais la gestation pour autrui, on le fait. C'est votre circulaire, Madame Taubira, la circulaire GPA, c'est votre circulaire, celle de l'obsession de la régularisation. Et là, c'est l'obsession de la régularisation de tout ce que nous n'acceptons pas aujourd'hui et que vous allez rendre légal rétroactivement. Imaginez-vous le symbole de cet article 22. Parmi les premiers mariages entre personnes de même sexe qui existeront dans nos actes d'état civil, il y aura bel et bien une bonne quantité de mariages illégaux avant la loi, transcrits grâce à la loi. Bel exemple. Merci, Monsieur Fromentin. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais prendre la parole sur cet article. Effectivement, mes chers collègues, vous nous reprochez d'avoir déposé 5000 amendements. Je vous rappelle les 110 000 sur le texte relatif. 137 000, 123 000, félicitations. Donc ces 5 000 amendements n'ont pas vocation à être mis à mal. Vous faites le choix de la loi du plus fort alors que la société n'est pas prête sur ce changement de société. Vous faites le choix de la PMA, de la GPA, certains de la téléportation. Voilà votre changement. Moi, je milite pour une société qui accepte les différences, alors que vous ne voyez que par l'égalitarisme. Quitte à être perçu comme un conservateur, je suis très frappé par l'amateurisme, la faiblesse juridique et la méconnaissance des conséquences de ce texte. Par votre circulaire, vous prenez acte de la GPA à l'étranger. Avec cet article 22 et après Guy Geoffroy, c'est presque l'asile pour tous. Et effectivement, comme l'a dit M. Lurton également, c'est la régularisation par l'égalitarisme. Nous sommes dans un pays, un Premier ministre de vos rangs a dit que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde, mais qu'elle devait prendre toute sa part et fidèlement toute sa part. Je pense, mes chers collègues, et cette fois-ci j'essaye de revenir sur le fond de notre texte, qu'avec cet article, vous allez trop loin. Voilà, vous allez trop loin. Et au même titre que M. Geoffroy, je pense que vous allez trop loin parce que vous ne mesurez pas les conséquences de cet article. Merci, Monsieur Richard. Avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, donc, comme il l'a été rappelé, l'article 22, qui n'a pas été modifié d'ailleurs par la Commission, qui est issu du projet de loi initial, dans sa rédaction initiale, précise les conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi. Il ne s'agit pas de pratiques illégales et il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu dire, d'une amnistie de pratiques illégales ou ai-je entendu, d'escroquerie sentimentale. Okay. Évidemment, ces mariages ont été célébrés le plus légalement du monde dans les pays concernés. L'intérêt de cet article, réside dans le fait que la validité du mariage s'apprécie au jour de la célébration et qu'à défaut de dispositions spécifiques, si nous ne prévoyons pas cet article 22, le mariage d'un Français avec une personne de même sexe célébré avant l'entrée en vigueur de la loi à l'étranger ne pourrait donc produire aucun effet dans notre pays après le vote de la loi. Naturellement, il l'a été rappelé, mais je le reprécise, les mariages seront reconnus en France à la date de leur célébration, sous réserve du respect des conditions générales, des règles générales relatives à la qualité requise pour pouvoir contracter mariage et évidemment aux conditions de nullité de mariage. Naturellement, la Commission a donné un avis défavorable à l'ensemble de vos amendements de suppression.
Avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, manifestement, nous ne parlons pas du même article. Il est vrai que depuis 4, 5, 6 jours même au moins, vous nous parlez de toutes sortes de sujets en présentant des amendements dont vous ne nous dites pas un mot du contenu des amendements. Vous procédez exactement au même exercice pour cet article. Alors, je vais simplement rappeler le contenu. Je vais simplement rappeler le contenu de l'article. S'il vous plaît. Je vais rappeler le contenu de l'article. Cet article 22, qui était, lui, dans le texte du gouvernement, donc dans le projet de loi, donc qui a fait l'objet de l'examen du Conseil d'État, qui semble vous tenir tellement à cœur. Monsieur Geoffroy, ça va. Eh bien, s'il avait dit qu'il n'était pas bon, il ne serait pas là. C'est pas plus compliqué que cela, Monsieur Geoffroy. Donc, cet article 22 contient 2 dispositions. La première disposition, c'est qu'un mariage régulièrement célébré à l'étranger produit des effets sur les époux et sur les enfants en France. Ce qui veut dire qu'avec des enfants, l'autorité parentale joue, l'inscription à l'école est possible, etc. Et les effets vis-à-vis des tiers ne se produisent qu'à partir de la transcription. Dans les deux cas, l'article dit bien entendu sous réserve du respect des dispositions du Code civil français. C'est-à-dire que, quelle que soit la loi où le mariage a été célébré, si les conditions du mariage valables en France, à savoir les conditions d'âge, 18 ans, les conditions de consentement, les conditions, toutes les autres là, parce que tout la liste des articles est énoncée là, donc y compris les obligations en matière d'assistance, etc. Que si ce mariage n'est pas célébré selon les règles du Code civil français, il n'est pas considéré comme valable en France. Donc en clair, la première disposition qui produit des effets vis-à-vis des époux et vis-à-vis des enfants est soumise aux conditions légales du mariage en France, telles qu'établies dans le Code civil. La deuxième disposition de cet article 22, c'est la transcription de ce mariage dans l'état civil français. Une transcription qui est déjà prévue par le Code civil, à telle enseigne que l'article lui-même indique les conditions dans lesquelles cette transcription peut être effectuée, puisqu'il est indiqué que ce sont les articles 171.5 et 171.7 qui valent. Je vous signale d'ailleurs que dans les conditions de transcription du mariage dans le Code civil, il y a déjà des procédures de contrôle qui sont prévues. Tout ça s'applique. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ou plutôt, de qui s'agit-il? Il s'agit de mariages célébrés à l'étranger, régulièrement, selon la loi du pays étranger, soit entre 2 Français, soit entre un Français et un étranger. Quels pays sont concernés? Comment? Quels pays sont concernés? Depuis 15 jours, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il y a une poignée de pays qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe. Quels pays sont concernés? La poignée de pays qui ont ouvert le mariage aux couples de même sexe. Donc cet afflux migratoire, ces hordes qui sont à nos portes, ne sont que des fantômes. Ne sont que des fantômes. Si nous vous suivons, mais qu'est-ce qui arrive si là? nous vous suivons, si nous vous suivons et que nous abrogeons cet article, que nous supprimons cet article 22, que se passera-t-il? Il se passera qu'un mariage célébré entre un Français et un Belge, par exemple, puisque la Belgique a ouvert le mariage aux couples de même sexe, il se passera, si cet article 22 est supprimé, que le mariage entre un Français et un Belge, qui a été célébré normalement, légalement en Belgique, selon la loi belge,
et qui doit être conforme aux dispositions du Code civil français, ce mariage deviendra nul et que le Français et le Belge seront obligés de divorcer pour pouvoir se remarier. Ensuite, il est intéressant de se souvenir de notre article 1er qui prenait des dispositions concernant la loi personnelle. Et vous vous souvenez que j'avais dit que les autres pays qui ont ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe ont pris la même disposition que le gouvernement vous propose dans ce texte et qui a été votée lors du vote de l'article 1, la même disposition concernant la loi personnelle. C'est cette disposition qui fait qu'un Français peut épouser un Belge ou un Espagnol ou un Hollandais dans ce pays, légalement selon la loi du pays, parce que ces pays ont fait, comme nous, dérogation à la loi personnelle. Par conséquent, il s'agit de ça. Il s'agit simplement des effets de mariage légalement célébrés, vérifiés conformes à notre Code civil, concernant 2 Français ou un Français et un des étrangers de cette petite infime poignée de pays qui ont ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe et qui produit ces effets sur les époux et sur les enfants et qui produit ces effets sur les tiers à partir de la transcription. Voilà de quoi il s'agit. Il est évident que nous ne parlions pas du même article. Évidemment, le gouvernement a émis un avis défavorable à ces amendements de suppression. Merci. Monsieur Tian. Oui, merci. Monsieur le Président. Allez, Monsieur Tian pour répondre à la Commission. Je crois que le groupe UMP n'est pas vraiment rassuré par l'explication soit du rapporteur, qui était d'ailleurs très brève, ni celle de Madame la Ministre. Simplement, encore moins par celle de Madame la Ministre. Bon, ce qu'on veut signaler, c'est que les gens se sont mariés illégalement dans notre pays. Illégalement. Au regard du droit français, ils ont profité, sans doute, de l'existence de quelques pays qui autorisaient ce type de mariage pour se marier à l'étranger, tout en sachant que ce mariage ne serait pas reconnu en France. Ça pose d'ailleurs un problème moral. Est-ce qu'il ne faut pas demander à ces personnes de revenir devant l'officier d'état civil français pour à nouveau recueillir leur consentement? Parce qu'après tout, ils ont été peut-être d'accord à un moment de leur vie ailleurs, sachant que ce mariage n'avait pas beaucoup d'importance parce qu'il n'était pas reconnu sur le territoire national. Il faut peut-être qu'ils reviennent réaffirmer leur consentement et on aurait peut-être un certain nombre de surprises. S'il vous plaît, on ne peut pas présumer, s'il vous plaît, on arrête. On ne peut pas présumer de l'existence de tels sentiments maintenant que les conséquences sont opposables sur le territoire national. Donc c'était peut-être un moment, on pourrait presque dire qu'un mariage célébré au petit matin à Las Vegas est-il vraiment valable s'il n'est pas à nouveau fait l'objet d'une cérémonie en France. Ça fait partie aussi des éléments où on peut se marier par des filles et je nous paraît assez normal que ce sentiment soit réaffirmé devant l'officier d'état civil. D'autre part, vous dites un mariage légal sur le territoire où il a été célébré. Enfin, l'état civil des autres pays, je dois bien, sans doute, l'exemple belge ou hollandais est valable, mais il y a d'autres pays où l'état civil est incertain. Est-ce que les précautions ont été prises? Est-ce qu'on a vérifié qu'il était valable? Est-ce qu'on a mesuré les conséquences vis-à-vis des tiers? Je pense que, comme ça a été dit par un certain nombre de collègues, quand on fait un mariage en France, l'officier d'état civil, l'adjoint au maire, prend les précautions, regarde si ce n'est pas un mariage blanc. Merci. S'assure qu'il ne s'agit pas d'une Sur le vote de l'article 22, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et M. De Rugy a la parole. Merci, Monsieur le Président. J'étais présent à notre débat lundi, mardi, mercredi. Je me suis absenté pour rentrer à Nantes jeudi. Me revoilà aujourd'hui, vendredi. Et je dois dire que je ne suis pas dépaysé. Je ne suis pas dépaysé parce que les mêmes sont toujours là. Le breton est toujours là. Le fur, qui est breton aussi, est toujours là. Le normand Gosselin est toujours là. Le poisson qui fraye parfois en eau un peu trouble est toujours là. Et même celui qui a été surnommé le troll de l'Assemblée est toujours là. Ah, je dois dire, j'ai noté
que Madame Pécresse avait changé, mais c'est uniquement du point de vue vestimentaire. Alors voilà donc que l'article 22 parle des mariages célébrés à l'étranger. Je me disais bien, quand je l'ai lu, que cet article allait vous inspirer, mes chers collègues de l'opposition. S'il vous plaît, asseyez-vous, mes chers collègues, asseyez-vous. Je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai eue dans le précédent Je donnerai mandat. la parole. Dans le précédent Attendez, mandat, Monsieur de Rugy, j'avais Monsieur de Rugy, s'il vous plaît. Mes chers collègues, vous asseyez. Monsieur de Rugy finit son intervention. Avant le vote, j'ai une demande de rappel au règlement du président Jacob. Je lui donnerai la parole. Mais que l'on fasse un peu ça dans l'ordre, quoi. Hein. Allez, vous finissez, Monsieur de Rugy. Il faut bien qu'il y ait quand même quelques interventions de la majorité. Donc j'avais présenté un amendement dans le précédent mandat qui visait à reconnaître les PACS qui avaient été contractés à l'étranger, en fait l'équivalent des PACS. Et je me souviens qu'évidemment, plusieurs d'entre vous, mes chers collègues de l'opposition, avaient déjà poussé des cris d'orfraie en disant « Oh là là, mais nous allons donc reconnaître indirectement des droits équivalents à ceux du mariage ». Mais cet amendement avait fini par être adopté grâce au soutien de Jean-Paul Delevoye, qui à l'époque était médiateur de la République, mais qui a été à une époque élu de l'UMP, en tout cas du parti qui a précédé l'UMP. Et cet amendement avait également eu le soutien de la garde des Sceaux de l'époque, Madame Rachida Dati. C'est vrai qu'elle n'est peut-être plus trop en odeur de sainteté chez vous aujourd'hui, mais à l'époque, elle m'avait soutenu et je l'avais souligné. Alors aujourd'hui, avec cet article 22, nous faisons la même chose pour le mariage. Et j'avoue que ça ne m'étonne pas beaucoup que ça vous dérange. Parce que on a bien compris depuis le début de cette discussion qu'avec vous, quand on est homosexuel, il vaut mieux se faire discret. Donc être homosexuel et vouloir se marier, là quand même, c'est trop. Et alors, en plus, être homosexuel, étranger et vouloir se marier, il ne faut quand même pas exagérer. Donc ça, on a bien compris. Mais nous, notre boussole et notre seule boussole dans ce débat, c'est l'égalité, l'égalité, encore l'égalité, toujours l'égalité. Et c'est ce que nous défendons avec cet article 20.